Bienvenue à notre webinaire IA en entreprise, la méthode concrète pour identifier vos gains, éviter les erreurs et passer Mm. un cap de croissance. Donc ce webinaire va durer 1 heure. Vous pouvez vous poser vos questions au fur et à mesure. N'hésitez surtout pas, on est là pour répondre à vos questions et être dans l'interaction pour répondre au mieux à vos attentes. Et il y aura des pages de respiration durant le webinaire pour justement prendre le temps de vous répondre. Voilà comment on va s'organiser. Une petite question pour démarrer qui peut être intéressante. Quelles sont vos attentes par rapport à ce webinaire, si vous en avez, et si vous voulez nous les partager? Donc vous Alors, pouvez écrire dans le chat. oui, je sais pas si moi, mes attentes, ça va plutôt être les pièges à éviter. On sait très bien qu'il faut pas, voilà, faut pas faire confiance à tout ce que l'on voit. Alors moi, j'ai un métier qui est très juridique, donc voilà, je fais pas confiance à l'IA, ça c'est certain. Mais à côté de ça, mon métier, s'il est amené à évoluer, c'est l'avenir et comment je peux m'en aider pour moi gagner du temps. Ouais, tout à fait. Ok, très bien. Merci Amandine. Merci. Les pièges à éviter, ouais. Moi, c'est Valérie. Donc, moi, Oui. je suis un peu nouvelle en fait dans ce secteur. Je commence à avoir un petit peu d'expertise avec un premier client, mais du coup, je suis très intéressée par votre Mm. approche, la vision que vous avez, les problèmes que vous avez pu identifier déjà dans les entreprises. Tout ça, je pense, m'aidera à peut-être mettre en place des choses plus intelligemment. Voilà. Merci Valérie. Et donc, dans le chat, on a aussi des réponses très intéressantes. Donc, savoir quelle est notre méthode. Merci Étienne. Faire du tri dans les différentes possibilités existantes avec l'IA. Merci Floris, effectivement. Ouais. Euh, alors ça, on pourra en parler. Élargir ma perception des IA en entreprise. OK. Très bien. Donc il est 11h33. Vous pouvez continuer à répondre à cette question, bien évidemment. Et puis, on espère y répondre tout au long du webinaire. Par rapport aux différents outils IA, on va pas parler véritablement d'outils en fait, hein, puisque nous, on ne vend aucun outil. On va justement chercher les outils qui correspondent aux besoins de nos clients. Par contre, si vous avez des questions spécifiques sur tel ou tel outil, on pourra y répondre. Mais on va pas faire le déroulé de chaque outil, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il... Voilà, aujourd'hui, enfin, ça évolue tous les jours, hein. C'est un peu le Far West. Donc, l'idée, c'est d'être dans l'interaction, justement, peut-être sur des questions spécifiques sur tel ou tel outil. Euh, ok, alors, on démarre. Donc, ouais, c'est bien. Merci Vincent. Donc, ce webinaire s'adresse à des dirigeants ou des managers ou des indépendants. Donc, qui ont leur activité, qui s'intéressent à l'IA parce qu'effectivement, c'est une révolution, hein, on peut le dire. Ça évolue très très vite. Et vous êtes dans l'une de ces deux situations, vous ne savez pas par où commencer. Vous entendez parler beaucoup de d'IA, mais vous voulez éviter les erreurs, hein, comme le disait Amandine. Vous voulez éviter de perdre du temps ou de l'argent sur des outils gadgets, hein, et de vous faire emporter par une mode. Donc votre besoin, ça peut être d'y voir plus clair, d'avoir une vision, comme disait Valérie, de sécuriser vos premiers pas et de savoir par où commencer concrètement. Et puis, on a une deuxième catégorie de personnes qui ont déjà démarré et qui veulent structurer leur croissance, hein, qui veulent structurer digitalement leur process pour passer un cap de croissance dans leur activité, pour pouvoir passer du temps à faire autre chose, avec une vraie valeur ajoutée humaine, par exemple. Donc, ces personnes-là, vous voyez l'IA comme un vrai levier, vous avez déjà commencé, mais vous voulez l'intégrer durablement parce que peut-être qu'aujourd'hui, beaucoup reposent sur vous et tout ça reste flou. Donc là, votre besoin, c'est une méthode concrète et un cadre pour passer un vrai cap. Donc dans les deux cas,
Le risque est le même, hein, avancer au hasard. Donc aujourd'hui, on est là pour vous donner un cadre, vous donner notre vision et notre expérience terrain. Donc, digitalisez-vous, nous sommes trois co-gérants, ici présents. On aime bien être tous les trois parce qu'on représente trois compétences complémentaires. Donc, moi, plutôt dans l'accompagnement. Moi, je viens du marketing digital depuis le début d'Internet en France, hein. Donc, j'ai vu toute l'évolution du digital, du premier site vitrine jusqu'à ChatGPT aujourd'hui. Et donc, j'ai vu tous les changements que ça pouvait causer autour de moi, chez nos clients, etc. Et je me suis formée au coaching justement pour mieux transmettre. Et c'est pour ça que j'ai co-créé Digitalisez-vous. Bernard et Vincent, je vous laisse la parole. Bernard, peut-être dans un premier Oui. temps. Donc bonjour, je m'appelle Bernard Philippe, je suis l'ingénieur de la bande. Moi, ça fait 40 ans que je suis dans ce qu'on appelle aujourd'hui la transformation digitale. À l'époque, on appelait ça l'informatisation. Alors j'ai l'habitude de dire qu'il y a 3 ans, l'IA s'est invitée là-dedans, mais en fait c'est pas vrai puisque la première fois où j'ai utilisé de l'IA, c'était en 1987 pour mon diplôme d'ingénieur. Ça me rajeunit pas. C'était évidemment pas des LLM, c'est-à-dire que ce qu'on appelle aujourd'hui des LLM, c'est Claude, ChatGPT, Mistral et les autres, hein. C'était ce qu'on appelait des systèmes experts. Mais ça fait du bien de se rappeler que l'IA n'est pas si neuve que ça. Vincent? Vincent? Oui. Pardon. Alors, pour ma part, ça fait une vingtaine d'années que j'œuvre dans le digital et dans l'accompagnement plutôt des clients en mentorat sur leur développement commercial et le marketing. Et forcément, l'IA est arrivée il y a presque 3 ans et a bousculé à la fois ce secteur d'activité qu'est le marketing et la com, mais aussi mon métier. Et donc, il a fallu vraiment s'adapter à l'IA, à ces nouveaux usages, ces nouvelles façons de travailler et d'accompagner les clients. Et donc, c'est aussi ça qu'on va vous partager, le cadre, la méthode pour intégrer l'IA au sein de vos process. Alors, un petit constat de départ, hein. Aujourd'hui, dans les entreprises, les trois quarts des dirigeants utilisent l'IA de façon individuelle, hein, donc à titre personnel ou ponctuel. Mais seulement 12% ont réussi à l'intégrer durablement dans leur process. Alors que on connaît, enfin il y a déjà des études hein, qui donnent des statistiques intéressantes. On peut gagner jusqu'à 25% dans la productivité, dans la rédaction, dans des usages dans la rédaction, l'analyse, l'administratif. Donc aujourd'hui, le vrai palier à franchir en fait pour ces entreprises, c'est de passer de l'usage individuel un peu parfois gadget à l'intégration métier systémique. Ce qui évitera aussi tout ce qui est shadow IA, puisqu'il y en a énormément aujourd'hui, puisque ça n'est pas formalisé dans les entreprises et du coup, ça n'est pas cadré. Donc là, du coup, il y a pas mal de risques. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de cadrer tout ça et de passer à une utilisation métier systémique et cadrée. Donc Shadow IA, c'est le fait Oui. d'utiliser l'IA sans accord de la direction ou des équipes. C'est l'utiliser dans son coin, voilà, de manière confidentielle. Et ça, c'est une tendance qui est assez forte, puisqu'il n'y a pas de cadre, hein, il n'y a pas de charte, etc. Donc nous, on va justement vous aiguiller sur ces points-là aussi. Alors, deux questions pour vous, donc personnellement et puis professionnellement, bien sûr. Qu'est-ce que peut apporter l'IA et qu'est-ce que n'est pas l'IA? Voilà. Que n'est pas l'IA? Qu'est-ce que peut vous apporter l'IA et qu'est-ce qui voilà, que n'est pas l'IA? Voilà. Donc vous pouvez répondre à l'audio hein, ou dans le chat. Voilà. Moi, je pense à qu'est-ce qui peut m'apporter le temps. C'est vrai que la rédaction de mails rapide, quoi. Ouais. Vraiment Donc du gain de temps, ouais. un gain de temps, oui. Et Ok. l'IA ne remplace pas on va dire le contrôle, moi encore une fois, le côté juridique, ne pas se fier tête baissée à ce qu'il nous dit, quoi.
Oui. Hmm. Alors, merci. Donc, bonjour Olivier. Floris, donc je ne veux pas que l'IA fasse à ma place, mais que je sois plus percutante. Très bien, ouais. Alors ça, on va voir aussi cette notion de remplacement qui fait peur. Effectivement, c'est intéressant. Merci Floris. Norbert, des gains de productivité, un cerveau à la place du mien. Ouais. Alors, Donc ça. excusez-moi, un cerveau à la place du mien, c'était sur le deuxième point. L'IA Ah, n'est d'accord. pas Merci. un cerveau à la place du mien, d'accord. Oui, ok, Oui. Ah ok. oui, Mais, Oui, oui, bah, je comprends mieux, ouais. c'est Merci. mais avant, garder il faut. l'esprit critique. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Ok, Eva, bonjour Eva. Donc l'IA m'aide à faire mieux ce que je fais déjà. Je commence et je lui demande d'améliorer le résultat. Très bien. Laurie, je souhaite aussi challenger ma manière de faire. Oui. Étienne, optimisation du temps, des process, des nouvelles visions d'un sujet, adaptation à mes données, la synthèse, les comptes rendus de réunion, etc. Très bien. Ok. Oui, Alors, pardon, c'est à moi de réagir. ouais, on Toc, on slide continue. d'après. Voilà. Bah, en Donc, fait, là, on est sur quelques réponses, oui. oui, oui, oui. Donc, replaçons l'IA dans la réalité d'une entreprise, justement, puisqu'il y a beaucoup d'imagination, beaucoup de fantasmes aussi autour de l'IA, hein. Donc, l'IA n'est pas un robot qui remplace toute votre équipe ou vous-même, hein, évidemment. Le tout automatisé ne marche pas. Enfin, en tout cas, nous, c'est ce qu'on expérimente aussi. Et c'est ce qu'on va voir aussi dans notre méthode. Ça n'est pas une baguette magique, ça n'est pas que de la technique non plus, ça n'est pas que des outils, ça n'est pas que de l'IA non plus parfois, hein, voilà. Ça n'est pas non plus des outils que réservés aux grosses entreprises, bien sûr. C'est plutôt un accélérateur, effectivement, vous l'avez vu, vous voyez comme ça pour certains, un accélérateur pour vous et vos équipes, un copilote, un bras droit qui assiste mais qui ne vous remplacera pas. C'est une automatisation de tâches répétitives, donc sur des process, des pans de process qui peuvent être automatisés, effectivement. Et bien sûr, c'est un levier de productivité et ça structure beaucoup votre activité aussi. Merci, Étienne. On vous a listé quelques outils qui sont les plus utilisés. Donc, ce sont des LLM, hein. C'est les modèles de langage, voilà, qui sont utilisés par la plupart et connus. Pour rester dans ce cadre de l'IA, c'est pas que ça. Mais là, on va parler des LLM. Alors, donc je laisse la parole, les trois niveaux d'adoption de l'IA. Donc, je vais vous parler des trois niveaux d'adoption de l'IA. Donc, le premier niveau, c'est le niveau en fait qu'on connaît le plus, c'est ce qu'on appelle nous l'usage individuel. Alors, c'est une montée en compétence qui est faite de manière individuelle. On utilise le chat la plupart du temps. On peut se faire des petites bibliothèques de prompts en copier-coller. Et c'est de l'assistance qui est centrée sur ses propres tâches, souvent sur des tâches simples. Parce qu'on est souvent aussi dans l'auto-apprentissage face à l'IA, surtout que l'IA générative, elle est plutôt sympathique et pleine d'indulgence avec nous. Et là, on est sur le niveau de l'initiative isolée, et tellement isolée que ça peut donner ce que Françoise appelait tout à l'heure le shadow IA, c'est-à-dire le salarié qui, plein de bonne volonté, utilise l'IA pour améliorer son travail, avec ou sans abonnement. Et là, je vous passerai les éventuels problèmes de sécurité et choses que ça peut entraîner. Le niveau 2 est un niveau plus organisé. Là, c'est une réflexion au niveau d'un service ou d'une entreprise, au niveau des process métiers. C'est-à-dire qu'on se dit, dans notre quotidien métier, on va intégrer l'IA. Donc là, on peut se permettre de travailler plus longtemps sur le sujet, d'automatiser des tâches plus complexes. Là, on peut se permettre, comme c'est une démarche un peu globale, d'utiliser la connexion à des outils. De petits termes techniques, donc on parlait des API à l'époque pour connecter deux applications entre elles, pour ceux qui ont entendu le mot. Mais Claude a créé un standard qui s'appelle le MCP en fait, qui permet à un logiciel de présenter à une IA des instructions qui permettent de piloter. Prenez par exemple, vous prenez un Photoshop ou un outil comme ça, peut être piloté par une IA. Vous prenez un outil de mise en page, il peut être piloté par une IA, par exemple pour faire de la traduction. Et ce pilotage, c'est un protocole, ça s'appelle le MCP. C'est de plus en plus répandu.
Et c'est quelque chose donc qui est intéressant dès qu'on veut interagir avec ces outils métiers. Lorsqu'on est sur les process métiers, là on parle de transformations dans laquelle on va chercher une fiabilité. C'est-à-dire qu'on veut à la limite que lorsqu'on utilise l'IA, ben, certes, il faut contrôler ce qu'elle fait, certes, il faut toujours qu'il y ait un humain qui contrôle quelque part, mais il faut que ce contrôle soit bon 90% du temps, quoi. Sinon, c'est pas la peine, il faut refaire. Et il faut aussi que ça puisse être utilisé par beaucoup plus de monde. Il y a aussi tout un côté adoption par l'équipe et que j'aime bien aussi noter aussi avec un côté évolution des compétences. Utiliser l'IA, ça demande une évolution des compétences en fait et ça demande des formations adéquates, mais on en reparlera. Et le troisième niveau, là, c'est lorsque non seulement on a fait évoluer son métier, mais on fait évoluer son offre. C'est-à-dire que dans les services que vous proposez, dans les produits que vous proposez, il y a de l'IA qui apporte un service supplémentaire au client. Donc là, on est vraiment sur une nouvelle proposition de valeur. On a des clients qui font ça et évidemment, ce qu'ils cherchent eux souvent, c'est deux choses. C'est quelque chose qui leur fait gagner du temps et qui leur permet aussi de se différencier de leurs concurrents, soit en proposant un service en plus, soit des fois en proposant le même service mais beaucoup plus rapidement. Et là, voilà. Si on peut illustrer un petit peu ces niveaux, donc le niveau 1, je vous disais, c'était le chat. Alors là, comme on veut pas faire la pub d'une IA particulière, on s'est un peu redesigné un chat. Et là, ça, vous êtes peut-être déjà nombreux à l'avoir utilisé, soit pour vous aider à rédiger un email, faire des posts LinkedIn, synthétiser des documents ou discuter avec l'IA pour challenger vos propres idées. Alors, c'est toujours dangereux parce que l'IA, de toute façon, elle finira toujours par vous dire que vous avez raison si vous lui dites pas d'être un peu méchante avec vous. Mais on est vraiment dans le domaine du dialogue individuel, mais ça n'empêche que déjà à ce niveau-là, vous pouvez en quelques minutes de dialogue économiser une demi-heure ou une heure de travail. Le niveau 2, le niveau 2, c'est l'intégration dans les processus métiers. Et là, on est sur une approche différente. Alors, c'est l'approche agent ou pour ceux, moi, l'image que j'aime bien prendre pour ceux qui utilisent Claude, par exemple, c'est Claude Cowork. Bon, il aura pas longtemps comment dire, le terme rien que pour lui, parce que Mistral vient de sortir Mistral Work. J'aime bien citer notre petit français quand même. Et là, l'idée, c'est que on a appris, pas forcément vous, mais quelqu'un a appris à l'IA à exécuter des tâches répétitives, que vous n'avez pas besoin de lui réexpliquer à chaque fois comment faire. Donc, soit vous lui avez expliqué une fois, soit quelqu'un qui sait faire expliquer, vous réutilisez. Et en plus, aujourd'hui, les IA sont devenues un peu plus intelligentes, entre guillemets. Maintenant, les IA savent s'améliorer d'une fois sur l'autre grâce à sa mémoire. Ça veut dire quoi? Par exemple, si on prend un cas qu'on a rencontré récemment, qui est la traduction de fiches produits. Vous savez, il y a des photos, du texte, c'est mis en page avec un outil PAO. Vous avez sur votre poste la fiche produit fournie par votre fournisseur, si vous êtes revendeur, et vous avez un outil PAO. Vous avez le fichier d'origine qui est en anglais, et vous voulez vendre ça à des Français. Un grand classique. Et là, en fait, votre IA, vous lui avez appris à faire une série d'étapes. C'est ce qui est illustré dans la petite barre progression. C'est librement inspiré de l'interface de Claude. Et là, en fait, l'IA a appris qu'elle devait faire une série de 5 étapes. Là, elle a déjà fait la première étape qui est analyser le fichier PAO fourni par le fournisseur et de faire une traduction. Mais cette traduction, elle l'a fait comment? En fait, il y a dans les fichiers qu'elle garde d'une fois sur l'autre un dictionnaire de références et des consignes de mise en forme française. Et en fait, parce que vous savez, souvent quand on fait des traductions, il peut y avoir des termes techniques ou des contresens que vous voulez pas faire, donc un petit dictionnaire de références, ça fait pas de mal. Ce dictionnaire de références, elle le construit d'une fois sur l'autre. Et là, elle s'est arrêtée à la deuxième étape où je lui dis, ben voilà, quand tu trouves un vocabulaire que tu ne sais pas, tu m'en proposes un et je le valide. Donc là, il y a la démo, c'est ce que les mots suivants ne sont pas dans le dictionnaire que tu as validé. Digitalized, est-ce que c'est numérisé ou digitalisé? Et elle propose, parce qu'on lui propose digitalisé. HR, est-ce que c'est ressources humaines ou RH? Est-ce que tu veux l'abréviation ou le terme en entier? Et après, elle me dit, donne-moi tes choix et je continue. Ça illustre le fait qu'il faut toujours qu'il y ait de temps en temps des validations humaines. Les Américains, enfin les anglophones aiment avoir des termes pour ça, ils appellent ça le human in the loop, c'est-à-dire que l'humain doit toujours être présent au bon moment. Une fois que je vais avoir fait cette validation, c'est l'étape 2, l'IA va automatiquement insérer la traduction, puisque par le fameux MCP dont j'ai parlé, elle sait piloter l'outil PAO. Elle va recaler la mise en page parce qu'elle a un accès suffisant à l'outil PAO pour voir si ça déborde dans le texte, etc. Et au bout, elle peut conclure en envoyant par mail
le document à, je sais pas, mon reprographe ou quelqu'un d'autre. Et Oui. là, vous voyez, Donc, donc c'est un processus qui a été, entre guillemets, très raconté à l'IA. J'ai juste, et elle le suit d'une fois sur l'autre. Voilà. donc ça, c'est un exemple, hein, mais n'hésitez pas si vous avez des questions, parce qu'il y a peut-être des termes techniques qui sont pas compris. Donc, c'est un exemple d'intégration de l'IA dans les process, vous l'avez bien compris. Mais voilà, si vous avez des questions ou d'autres, des questions sur d'autres peut-être exemples, n'hésitez pas non plus. J'ai une question. Oui, Floris. Merci. En fait, dans l'approche agent, c'est une question qui est peut-être assez technique, mais Mhm. ce que je ne comprends pas, c'est que donc on paramètre une IA en fonction de nos propres process, Oui. et ensuite elle est logée où? Elle est hébergée où? Mhm. En fait, tu peux prendre, enfin, vous pouvez prendre une IA comme Claude ou Mistral, ou une autre d'ailleurs, c'est juste, l'approche peut changer. Et en fait, ces instructions-là, c'est un fichier. Alors, par exemple, ça, dans Claude, ça peut être un projet. Vous pouvez être dans Cowork. Dans ChatGPT, vous pouvez faire des GPT. Alors, la présentation sera pas du tout pareille, hein, par contre. Mais en fait, il y a toujours un endroit. Concrètement, c'est très souvent hébergé chez le fournisseur d'IA, bien que Claude, par exemple, maintenant avec la méthode Cowork, les fichiers sont chez vous, sur votre ordinateur, et vous lui donnez accès au répertoire qui contient ça. Ok, donc ça, typiquement, vu qu'on est dans l'intégration des process, ça veut dire aussi que bah, là, si on est indep et qu'on bosse tout seul, du coup, effectivement, notre outil de travail numéro un, c'est l'ordinateur, Hmm. c'est notre PC, euh, c'est stocké chez nous, potentiellement, donc avec un accès élargi de cette IA à l'intégralité de nos données. Si Hmm. je raisonne entreprise avec un SI qui est plus large, ça veut dire qu'il faut un accès aussi plus large, à la fois de l'IA et de l'usage de l'IA dans le déploiement et aussi dans les autorisations. Donc j'imagine qu'il y a des, des pare-feux ou des moyens aussi Alors, de limiter certains accès. Enfin, en fait, j'ai du mal à voir, je vais jusqu'au bout de ma pensée avant que vous répondiez, parce que, par exemple, moi j'utilise un logiciel métier, hmm, d'accord, dans lequel il y a déjà pas mal d'automatisation Mhm. avec tout un process qui me permet de suivre mes dossiers. Je fais de la formation professionnelle. Et donc, du coup, mon outil, il est structurant. Il est en mode SaaS. Je suis propriétaire de mes données. Elles oui. restent dans l'outil. D'accord? Et c'est moi voilà, qui vais qui reste à la main. Mais par contre, tous mes process sont automatisés. Typiquement, les envois des convocations, des émargements, tout est digitalisé déjà. Hmm. Mais c'est mon outil qui me permet de faire ça. Ce que je comprends pas, c'est comment une IA et où une IA va pouvoir venir se plugger potentiellement sur mon outil de travail pour... Voilà, là, Alors, il me il manque y a, un truc. il y a deux côtés. Il y a le côté fichier. Donc, le côté fichier, il y a une question de fichiers du poste et fichiers qui sont hébergés sur un serveur ou sur un cloud. Ça, il faut que deux choses. Il faut que l'IA sache aller lire les fichiers. Donc ça, mais allez lire sans que vous les mettiez vous-même, c'est-à-dire que vous donnez autorisation, au même titre que quand vous êtes un dev, donnez l'autorisation à accéder à un répertoire, il faut que l'IT en entreprise donne l'autorisation à l'IA d'accéder à certains endroits. Par contre, à la taille de l'entreprise, ça devient tout de suite beaucoup plus délicat. Hein. En termes de sécurité, ça ne sera jamais parfait. Même Microsoft récemment a eu des fuites avec Copilot où un salarié avait réussi à accéder aux mails confidentiels d'un autre salarié. Donc même quand pourtant c'était que chez Microsoft, donc on voit bien que la sécurité est un vrai enjeu à ce niveau-là. Après, il y a le pilotage de l'outil. L'outil métier, en fait. L'outil métier, il a ses données quelque part dans une base de données et il faut que l'IA puisse accéder. Et ça, c'est le dialogue avec l'outil métier qui doit exister. Et ça, c'est le fameux protocole MCP dont je parlais. Donc, on a vraiment deux pans, les fichiers et l'accès à l'outil. Et là, par exemple, dans l'exemple qui est affiché, analyser le fichier PAO, ça se fait en pilotant, par exemple, prenez genre Affinity Photo, Affinity tout court d'ailleurs, a un MCP qui permet de tout piloter la mise en page. Donc une IA qui accepte le MCP est capable de dire, ben voilà, je comprends la structure du fichier et je peux piloter ça.
Est-ce que c'est clair pour toi, Floris? Oui, 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 Ok, ça permet super. voilà, de faire du lien Ouais, entre ce qu'on peut faire et techniquement où ça se situe. Donc, très bien, ok, merci. très bien. Donc après, Donc, juste pour les vrais oui, enjeux, parce que sinon Étienne va m'en vouloir. Pour les vrais enjeux de sécurité, par exemple, je travaille avec des gens qui travaillent dans la data médicale. Eux, il est hors de question de travailler avec un Claude, un ChatGPT ou même un Mistral. En fait, eux, ils ne travaillent qu'avec des IA qui sont sur un serveur qui est entre guillemets dans leur bureau. voilà. Ouais. Alors, Allez. niveau 3, ouais, on accélère. Ouais, ouais. Bientôt, je vais avoir un time-out. Niveau 3, mon petit Vincent, si tu veux bien. Alors, on n'a pas vu ça, c'est la Ah oui, partie pardon. Ah, pardon, je voyais niveau Ouais, 2, pardon, ouais, ma faute. Non, oui, bah oui, ça a raison, c'est ma faute. automatisation. Oui, Là, en fait, le slide précédent, désolé, j'étais parti dans mon truc. Dans le slide précédent, on a vu un moment où il y a toujours de l'interaction. Mais il y a des choses aussi où finalement, on n'a rien à demander à l'IA. Et on veut juste qu'elle fasse une tâche régulièrement. Exemple, une veille automatisée. On va prendre cet exemple qui est après, je crois. C'est-à-dire qu'on veut que tous les matins ou toutes les semaines, l'IA m'envoie un email ou autre chose d'ailleurs envoie un email à newsletter. moi, aux newsletters, à mes collaborateurs ou à mes clients sur un sujet. Et qu'elle ait fait elle-même la curation des sujets en fonction évidemment de tout ce que je lui ai dit de faire, hein, pas juste au hasard. Il peut y avoir du traitement de données, il peut y avoir de la préqualification, bref. Et là, il n'y a pas d'interaction. Pour lancer ça, ça doit être automatisé régulièrement. Hmm. On verra différents usages tout à l'heure, justement, pour Et que vous là, projetiez. c'est le genre de choses en fait qu'on fait avec d'autres outils. Là, on parle d'autres outils comme N8N ou Make ou Zapier pour ceux qui ont entendu parler de ça, qui permet d'une manière un peu interactive, quand même un peu technique, de créer des enchaînements de tâches dans lesquels il y a l'IA. Donc là, l'enchaînement de tâches, c'est tous les lundis, je vais récupérer de la donnée sur des sites web, je filtre le contenu et j'ai une IA qui regarde, ben, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est pas intéressant et quel résumé je fais de ça pour créer la newsletter et l'envoyer. Et l'air de rien, Hmm, alors je vous ai pas donné, mais pour le fichier de traduction, puisque ça a été vécu en live, on hmm. est passé d'une demi-journée à faire la traduction à un quart d'heure. C'est quand même pas mal. Et là, le gain de productivité, là, c'est parce que faire cette newsletter, on peut avoir un Google qui fait des recherches et tout ça, mais on gagne facilement plus d'une demi-journée par semaine en faisant une newsletter par semaine. Voilà. Oui, parce qu'en plus, là, ce qui est quand même intéressant dans ce cas de figure, c'est que l'IA va construire la structure de l'email, donc le design, en fait, le gabarit de l'email. Et donc, ça fait gagner beaucoup de temps manuellement. C'est presque plus là. Et dans la lecture et l'analyse des articles Internet que vous gagnez du temps. En réalité, vous gagnez beaucoup plus que ça parce que Oui, ici, vous lisez plus de 150 articles. Donc, ouais, évidemment, ça fait beaucoup plus que 4 heures. Bon. ouais. Ah bah tu peux passer à l'animation. En fait, c'est juste pour poser. Je reprends. Tu peux cliquer. Voilà. En fait, c'est juste une petite question pour vous. C'est par rapport à ces trois niveaux, par rapport au type d'usage qu'on vient de citer. Vous en êtes où? Plutôt Donc, étape individuel, plutôt 1, étape 2, étape processus, 3. Voilà. plutôt offre. Alors, c'est pas souvent qu'il y a offre hein, quand même, mais Oui, alors moi, Amandine, moi, c'est usage individuel, vraiment la base, quoi. Ouais. La base, j'ai ces emails, mais j'y fais pas trop confiance sur la partie métier. Donc, Hmm. mais il y a sûrement un travail à faire en alimentant, nourrissant en fait, et ouais, à réfléchir Alors, là-dessus. il y a des IA métiers aussi, hein. Mm. On a accompagné tout un cabinet d'avocats, justement, avec des IA spécifiques sur le juridique, hein, très fermés, Ok. etc. Ouais. Merci. Ouais. Donc, Floris, usage individuel, tout début du process métier, d'accord. Très bien. Armel, je commence à expérimenter le process métier. OK. Les trois. Oui, bah ouais, Valérie l'a mais vous allez intégré voir. également dans son offre. Oui. Pour ceux qui sont en train de faire le gap usage individuel à processus métier, ça c'est quelque chose que nous-mêmes on a vécu il y a quelques temps, parce que l'IA générative, c'est pas si longtemps que ça Ouais. peut arriver à ce niveau-là. Vous allez voir, ça fait un vrai gap de productivité. Oui. Surtout que là, effectivement, pour
L'histoire de confiance, quand vous êtes au niveau où vous avez donné des consignes détaillées, etc., vous verrez que le niveau de confiance peut s'élever. Il ne sera jamais absolu, hein. Comme je dis souvent, l'IA est votre ami, mais c'est pas votre meilleur ami. Il faut toujours s'en méfier un peu. Hmm. Et puis évidemment, Étienne, ça m'étonne pas. Ok, donc Ok. pas mal d'usages individuels avec des petites, des débuts, des démarrages dans les process métiers. Ok. Alors, comment s'y prendre? Donc, Vincent Ah ou non, mais Bernard, c'est pas grave. allez-y, Je on va vais pas se battre. non Ah oui, plus, pardon, non non, c'est moi, plus. j'avais dit que je les faisais dans la foulée, Oui. pardon. Ah bah oui, ça va prendre. Moi, je me disais, ça y est, je suis en vacances, je peux boire mon verre d'eau et tout. Bah non, tant pis pour moi. Oui, comment s'y prendre? Les trois erreurs classiques. Alors, des PME, oui, mais en fait, à peu près de tout le monde finalement, face à l'IA. La première erreur, c'est de toujours se dire, bah, on va tester un outil. Hein, bon, on le faisait déjà dans le temps pour tous, et on va se prendre un petit abonnement, on profite des trucs gratuits, on teste, ça semble convenir, on continue, puis au moment on se dit zut, celui-là il convient pas, on arrive un peu au problème, la démarche qui est un problème, un outil. Après, on a 36 000 outils. Et un jour, comme ça, j'ai rencontré Ouais, un gars qui m'a dit, j'ai tellement d'outils que j'ai fini par tous les jeter. Je suis retourné au papier. Euh, Bah oui. ouais, Alors, ouais, si, ouais. si, ça m'est arrivé une fois, mais c'est un peu caricatural. Donc, il faut pas se jeter sur l'outil. Il faut essayer de prendre un peu de recul face à ça. Mais du coup, il faut aussi se dire qu'on va pas se précipiter. Comme disait mon papa, faut pas confondre vitesse et précipitation. Il faut faire du pas à pas. Alors, on peut se faire former hein, au bon usage de l'IA. La formation peut être aussi l'occasion d'en comparer plusieurs, mais après, il faut prendre le temps de faire son apprentissage, de se frotter à l'IA et bah, d'apprendre exactement comment la piloter et, pour qu'elle soit fiable. Hein. Et sinon, on peut arriver à la déception de se dire, zut, de toute façon, l'IA, 80% du temps, j'écris mieux qu'elle. Ou alors, elle écrit que des bêtises. Et ça, c'est parce qu'on s'est trop précipité, on n'a pas pris le temps. Après, il y a le côté cadre. Alors, en individuel, on peut se dire, ouais, mais non, mais au niveau des équipes, c'est beaucoup plus important. En fait, il faut qu'il y ait un cadre d'usage de l'IA. C'est tout le problème. Dans le temps, on avait, pour l'informatique, on avait l'équivalent du Shadow IA qu'on appelle Shadow IT, où les gens venaient avec leur propre smartphone et leur propre ordinateur. Et quelque part, tout ça, quand on est en propre, on se prend un abonnement personnel peut-être, mais on fait pas attention, et pour l'IA surtout, aux données qu'on met dedans. C'est sympa. Vous mettez dans une IA les deux derniers bilans de votre entreprise, elle va vous les comparer. Maintenant, où est-ce qu'elles seront les données? Je vous parle pas des fiches de salaire et des choses comme ça. Donc, il faut surtout poser un cadre, même pour soi-même, hein, franchement. Mais dans une équipe encore plus. Et c'est vraiment une question de salubrité et de sécurité. Et le vrai enjeu derrière ça, c'est que c'est pas la question, c'est pas quel outil. La question, c'est où est-ce que je vais m'en servir? Où est-ce que se cachent les gains? Et les grandes zones dans lesquelles il y a des gains, c'est à chaque fois qu'on manipule de l'information. Hein. Donc, dans tout ce qui est le commercial, un commercial manipule énormément d'informations, soit pour trouver ses prospects, soit pour faire des comptes rendus. Hein. Maintenant, dès qu'on peut enregistrer une réunion, une avant-vente, etc., derrière, les IA sont excellentes pour faire des comptes rendus qui seront largement meilleurs que ce qu'on aurait fait à la main et éplucher tout ce qui est appel d'offres. Hein, pour ceux qui ont répondu à des appels d'offres de l'État, imaginent bien à quel point l'IA peut aider à se promener dans les méandres de ces documents. Bien sûr, le marketing est un lieu d'excellence, hein, tout ce qui est production de contenu. Encore faut-il bien le faire, c'est-à-dire que si vous laissez l'IA sans consigne, bah vous aurez le même contenu que tous les autres. Hein. Combien de personnes nous disent maintenant sur LinkedIn, c'est les mêmes textes, c'est les mêmes images. Je parle pas de Facebook et des autres, c'est pareil. Hein. Et c'est parce qu'en fait, c'est juste des gens qui savent pas bien utiliser l'IA, comme peut-être 80% des gens qui s'en servent sans avoir de formation. Évidemment, l'administratif. Hein. Il y a quelqu'un qui a parlé des courriers. Moi-même, sur les courriers, je suis un peu mitigé. C'est-à-dire que je me dis qu'il y a des courriers simples de 3 lignes, je les fais plus vite. Par contre, quand il s'agit, je sais pas, d'une relance de paiement avec 5 factures, 4 paiements qui n'étaient en plus pas de la bonne somme, là, effectivement, l'IA va me faire le courriel super précis en largement plus de temps que moi. Et bien sûr, tout ce qui est tri d'informations, etc. L'IA peut devenir une base de connaissances de pas mal de choses. Par exemple, dans le domaine RH, l'IA peut être une base de connaissances de tout ce que vous avez besoin de savoir sur votre convention collective, les accords de branche, la foultitude de petites choses qui peuvent exister. Et ça peut vraiment devenir
à une entité que vous interrogez pour savoir quoi faire dans telle situation. L'IA peut vous aider à correctement rédiger les fiches de poste. L'IA peut aussi fournir des supports de formation. On a des clients qui utilisent NotebookLM, qui est assez fort pour faire des diaporamas et des vidéos à partir de documents, pour faire le parcours d'intégration. Et c'est quand même plus sympa d'avoir des petites vidéos que d'avoir 50 slides PowerPoint. J'ai rien contre PowerPoint. Et bien sûr, quand on monte au niveau direction, là on tombe sur tout, oui, management en général, je dirais, tout ce qui aide à la décision. L'IA est excellente quand vous avez par exemple un outil métier. La plupart des outils métiers ont des tableaux de bord plus ou moins complets, plus ou moins bien faits. C'est toujours un grand sujet. Par contre, ils sont tous capables, pour la plupart, d'extraire de la donnée brute, donc des gros fichiers Excel. Et ces fichiers Excel-là, vous pouvez les filer à une IA et avec les bons réglages de confidentialité pour pas que ça fuite. Et à partir de là, vous pouvez dialoguer avec ces données. Vous pouvez lui demander de faire des camemberts, de faire des analyses, de vraiment faire des recherches dans ces données et de mettre en évidence des choses que vous pourriez faire avec un fichier Excel si vous êtes très bon en Excel et en tableau croisé dynamique. Petit clin d'œil pour ceux qui connaissent, mais qui prendra énormément de temps et qu'il faudra refaire à chaque fois. Alors que l'IA, une fois que vous lui avez appris, nous on a un client avant, il faisait ses tableaux de bord tous les 6 mois parce que ça lui demandait une journée à son assistante de traiter les données. Maintenant, on a entraîné une IA à faire ça. Ça prend, allez, 1 heure grosso modo, même pas, le temps d'extraire les données et de les donner à l'IA. Et au bout, il a un PowerPoint de 6 pages qui lui fait son compte rendu de comité de direction. Enfin, son compte rendu, son tableau de bord, pardon, de comité de direction. Dans tous les Euh, exemples que vous avez cités ici, on est sur le cas de création d'agents sur mesure adaptés à l'activité. oui. C'est ce que vous décriviez précédemment? Oui, parce que on peut le faire avec du chat, hein. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, vous allez devoir rediscuter avec le chatbot. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on les construit, hein. Je prends l'exemple, par exemple, du fichier Excel. On le met dans le chatbot et puis on lui dit analyse le fichier. Qu'est-ce que tu comprends? Et puis après, qu'est-ce que tu peux me dire de ça? Et une fois qu'on a fait tout ça, en fait, on dialogue peut-être 1 heure en lui disant ça me plaît pas, etc. À la fin, vous dites au chat, fais-moi le prompt que je vais mettre dans un agent. Et après, l'agent, vous le faites évoluer au fur et à mesure. Parce que rechatter à chaque fois, c'est une perte de temps. Mais oui, en fait, c'est pour ça que c'est important de voir vos tâches répétitives et de se dire, bah, celle-là, je la fais plusieurs fois par jour, donc je vais pouvoir créer un agent qui va me faire gagner du temps. Pas à l'instant T, mais dès le lendemain, on va gagner du temps. Le chat, on réinvente à chaque fois la discussion. Et en plus, on a des problèmes de mémoire dans les chats. Donc, il va perdre une partie du contexte. Il va faire tout recommencer ou remettre des pièces jointes, etc. Et en plus, écologiquement, c'est pas super parce que on n'est pas très efficace. On remet des documents à chaque fois, alors qu'un agent, lui, a toujours le même contexte. Il a appris. Et donc, on a un gain de temps et un gain de token, hein, ces fameux jetons qu'on utilise, enfin que l'IA utilise, qui coûtent des crédits. Et voilà. Alors, on a Alors, il deux y avait, questions. oui. Oui, Alors, il y a ouais, celle d'Olivier. Je pense qu'on oui, y répond dans la suite avec la oui, notion de dans la référent. méthode. Ouais. Donc ça, je glisse, mais Olivier, ne soyez pas frustré, c'est parce que ça viendra plus loin. En fait, le prompt, c'est le Pour la cœur, question d'Anne. Ouais. voilà la question d'Anne. Un prompt, c'est au cœur d'un agent. Mais un agent, c'est une boîte qu'il y a autour aussi. C'est un ensemble de données et d'autres choses. Mais le point de départ d'un agent, c'est un prompt bien fait. Il est déjà fait, en fait. Vous n'avez pas à le refaire tout le temps, tous les jours, pour la même chose. Voilà. Et vous avez des éléments à changer, évidemment. Mais ce qu'on appelle aussi des assistants IA. Oui, sachant que quand on parle de prompt au niveau individuel, où on échange, on est sur quelques lignes de contexte, hein, en général, on est sur 1, 2 à 10 lignes, sur des échanges perpétuels. Quand on parle d'agent, on est sur un prompt qui peut faire plusieurs dizaines, voire centaines de lignes. Donc c'est beaucoup plus cadré à la fois sur les compétences, le contexte, les objectifs, l'export, etc. Alors, comment on crée un agent? Exemple sur ChatGPT. Est-ce qu'on peut répondre à Alban ou répond plus tard?
Alors, en exemple, non, on pourra pas le faire en live comme ça. Sur Ouais. ChatGPT, c'est ce qui s'appelle les GPT. Vous allez dessus, vous avez la possibilité de créer votre GPT. Et là, en fait, laissez-vous guider par, désolé de le dire comme ça, mais laissez-vous guider par l'interface de ChatGPT, en fait. Il y a des cases à remplir, et il faut les remplir les unes derrière les autres, mais sans présenter, on peut pas dire mieux, quoi. Ouais. On est là pour Oui, répondre à vos questions après aussi s'il y a besoin. oui, Merci oui. Bon, je Alban. vois Bon, que Alban est voilà. satisfait. Alors, on continue donc la méthode. Digitalisez-vous en 6 étapes. Alors, ouais, donc évidemment, pour intégrer l'IA dans les meilleures conditions et pouvoir en profiter en termes de gains dans vos process, par expérience et par expérimentation, on a déterminé, nous, au sein de Digitalisez-vous, 6 étapes, pardon. Donc la première, c'est l'acculturation des équipes. Donc là, on va comprendre les usages liés à votre réalité, votre contexte, vos besoins, vos objectifs, et à amener déjà quelques notions de l'IA. Passe vite parce qu'on va revenir après un peu plus en détail. Mhm. L'étape 2, c'est de cartographier les process. Alors, les process, c'est les processus métiers, hein. Donc, c'est voilà, le parcours de la donnée, parcours client, parcours dans vos processus, parcours de production, et comment l'IA peut apporter des gains sur ces processus-là. Donc, on découpe en petits morceaux. Ensuite, voilà, bah, c'est identifier les gains rapides. Donc, à la fois, je vais vous montrer une matrice qu'on a imaginée qui permet d'identifier les gains. L'étape 4 pour nous, c'est sécuriser et cadrer. Puisque là, avant de rentrer dans la mise en place de l'IA, il y a quand même des règles, un cadre à la fois humain, mais aussi technique, souveraineté, sécurité des données. Et puis on va déployer, mais progressivement. C'est-à-dire qu'on ne va pas le faire comme un outil type CRM, ERP. Pof, on vous met l'outil clé en main, ça y est, c'est tout fait. Chez nous, en tout cas, on préfère le déploiement progressif, étape par étape, pour faire monter aussi les équipes en compétences. Et puis l'étape 6, c'est la montée en puissance. Donc c'est tout ce qui va être bien sûr amélioration, développement des différentes IA et réponses aux processus métiers. Et puis c'est tout ce qui est escalabilité. Donc si vous voulez aller développer votre entreprise sur d'autres métiers, d'autres cibles, d'autres clients, d'autres pays, etc. Donc voilà les 6 étapes. Donc la première, c'est vraiment d'acculturer les équipes. Donc, on est là pour démystifier. C'est vraiment ce travail, ce que l'IA est, ce que l'IA n'est pas, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire, et surtout sensibiliser les équipes sur le fait de garder cet esprit critique, de toujours challenger en permanence les réponses que va faire l'IA et pas boire les résultats comme étant la réponse ultime. Et c'est en ça, en fait, qu'on acculture les équipes. Donc, c'est à la fois des sessions collectives en pratique, hein, des démonstrations par métier, puisqu'on a maintenant des cas d'usage. Donc, on peut présenter des cas pour les aider à se projeter. Un bac à sable d'essai sécurisé, c'est-à-dire qu'on peut créer Explorer. un environnement qui n'a aucun impact sur vos clients ou sur vos équipes pour jouer, hein, pour s'amuser un petit peu. Et puis, bah, surtout un dirigeant qui montre l'exemple, parce que le dirigeant doit être sponsor quant à l'usage de l'IA au sein de l'entreprise. Ça, c'est une condition sine qua non pour que ça fonctionne. Sinon, on est dans le principe du shadow IA. Vous imaginez un salarié qui utilise l'IA très bien, qui va l'utiliser de son côté, qui va mettre des données clients, des données de l'entreprise et qui ne se rend pas compte des risques. Et donc, ça peut devenir problématique. D'ailleurs, on Donc, la forme culture. pas mal de Oui, dirigeants justement en amont de cette méthode parce que justement, ils ont besoin de voir où ils en sont et puis de connaître vraiment les tenants, les aboutissants de tout ça avant
aussi de l'intégrer dans les process, quoi. Donc, formation individuelle aussi peut être au démarrage. Oui, complètement. Donc là, cartographier les process, c'est finalement quelles sont les tâches qu'un collaborateur fait plusieurs fois par semaine et qui pourraient être largement assistées. Donc, évidemment, quand on prend une fiche de poste d'un salarié, on se dit, bon, là, il y a des tâches de ressaisie permanente. Je prends l'exemple d'une comptable, hein. Typiquement, il y a de la ressaisie. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire évoluer finalement ce métier-là en se disant, tout ce qui est ressaisie, c'est l'IA qui va s'en occuper. Toi, tu vas être dans un rôle de vérificateur et d'analyste. Parce que finalement, l'intelligence humaine, elle est plutôt là. C'est gagner du temps sur des tâches qui n'ont pas grand intérêt, même s'il y a des gens qui aiment faire ça. Mais bon, pour l'entreprise, en tout cas, l'enjeu de l'intelligence humaine, c'est de pouvoir avoir une vision transversale et de pouvoir apporter, faire évoluer les process, apporter de la valeur ajoutée. Donc, l'idée, c'est finalement d'avoir 4 critères pour détecter ces tâches à fort potentiel, donc les tâches répétitives qui se répètent au moins 3 fois par semaine. Alors, c'est une base, hein, ça peut être moins, plus, ça dépend des tâches. Euh, Textuel, enfin, dans l'idéal, puisque évidemment, dès qu'on lit, on écrit, l'IA est très performante là-dessus. Sur les images, elle l'est aussi, mais c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Tout ce qui va être chronophage, donc ce qui consomme du temps précieux, et puis à faible aléa, c'est-à-dire que ça demande une répétition qui sera maîtrisée. C'est-à-dire qu'à chaque tâche, on n'est pas des versions différentes ou une intelligence qui demande une analyse un peu plus complexe. Donc ça, c'est l'idéal d'avoir ces 4 critères-là. Et déjà, dès la semaine prochaine, vous listez finalement chaque jour les tâches qui correspondent à ces critères et vous dites, bah, ces tâches-là, ça me prend 2 heures, 3 heures, 10 heures, 20 heures par semaine. Par an, ça représente tel nombre d'heures, et je me dis qu'un agent IA, ou deux ou trois, pourrait me faire gagner énormément de temps pour améliorer ma relation client, avoir une offre complémentaire, etc., etc. Ah, petite question de Floris. Donc, comment garantir le professionnalisme des relecteurs et analystes s'ils ne font plus la tâche qu'ils doivent vérifier? Ouais. Alors, évidemment, c'est un biais dans lequel on peut tomber. Ça m'est arrivé quand j'ai des missions de consultant auprès de mes clients, où parfois j'utilise l'IA pour pondre une réflexion et un diagnostic, en fait, ou un pré-diagnostic. Et finalement, de pas confronter ce diagnostic. Mais c'est vrai que la démarche intellectuelle de créer ce diagnostic, finalement, entre celle de le faire humainement et celle de le faire par une IA, bah, au final, on porte moins les choses, on a moins de connaissances, on est moins pertinent dans l'explication. Et là, c'est justement trouver le bon équilibre. Donc, faire moins de tâches de ressaisie, ou, etc. Mais par contre, bien orchestré, bien prompté pour dire ce qu'on veut et quand même garder la main. Bah, c'est le Maintenant, cadre oui, aussi, hein. Le cadre oui, qu'on c'est se le pose au cadre. début Oui, euh, oui, c'est le cadre, mais avec soi et avec l'équipe. Ouais. j'entends le côté esprit critique et c'est ça le plus compliqué, c'est cette perte Oui, cognitive que l'on a, donc perdre cet esprit critique et ça, faut toujours garder cet entraînement-là différemment, ça va être différent, mais il faut pouvoir challenger les résultats de l'IA en permanence. Alors, si je peux ouais, ajouter quelque chose pour oui. moi, en fait, une chose qu'on dit, c'est qu'il faut jamais faire faire à l'IA quelque chose dont on ne peut pas juger de la qualité et de la Mm, pertinence. mm, mm, Mais c'est pas mm. pour ça qu'on Oui, sait le faire, hein, ça c'est autre chose. Et moi, la chose que j'ai vu déployer un petit peu dans la littérature, enfin, et aussi sur YouTube, je dis la littérature, c'est un peu les spécialistes, et que je pratique, c'est que quand je fais faire un travail d'analyse, en fait, il y a toujours deux étapes, c'est-à-dire je demande à l'IA, alors je mets ma proposition, je demande à l'IA de le critiquer. Après, je lance un sous-agent à qui je demande de critiquer ce que l'IA vient de dire. Et en fait, du coup, je me retrouve non pas avec une proposition, mais avec deux passes d'IA qui se sont critiquées. Et du coup, comme je dois trancher
avec dans une proposition critiquée, je suis obligé de devenir critique moi-même, en fait. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Si vous parlez qu'à une seule IA, elle va vous faire de super propositions. Vous lui dites, tu recritiques ce que tu as fait et vous partez de la discussion. C'est un peu comme si on était à trois au lieu d'être à deux pour réfléchir. Et c'est comme ça que ça marche le mieux, en fait. En fait, ouais, j'ai une vision aussi des choses. Je suis d'accord avec. Très bonne question, Floris. Effectivement, c'est quelque part un peu inquiétant aussi, hein, de plus avoir cet esprit critique, de perdre cet esprit critique. Mais pour moi, l'évolution de l'IA s'accompagne de l'évolution humaine. Voilà. Donc là, on est sur un marché qui est en pleine croissance et fulgurant. Donc, faut qu'on évolue vite. Mais en fait, les deux vont ensemble pour moi. Donc, c'est pour ça que c'est important cette acculturation de démystifier, parce il y a beaucoup d'imaginaire derrière tout ça. Donc, démystifier, de bien faire comprendre les dangers et aussi, bien sûr, les pouvoirs de l'IA. Et ensuite, de mettre en place ce qu'il faut pour justement garantir les bons résultats pour vous et pour l'entreprise, quoi. Donc, comme tout marché, ça arrive à maturité et c'est très intéressant, ça, cet esprit critique de l'humain qu'on doit de plus en plus travailler, oui. Merci, ouais. On va continuer et voilà. Donc, pour identifier les gains rapides, je vous parlais de cette matrice. Donc, vous aurez la présentation, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous comprenez que ce qui a un impact fort et facile à mettre en place, comme génération d'emails, des comptes rendus, des synthèses, etc., c'est ce qui est a de plus rapide à mettre en place. Parfois, il y a un impact fort, mais c'est plus complexe ou facile, etc. Bon, vous avez compris le principe de la matrice, ça vous permet au moins de placer les tâches dans les cases et de prioriser celles qui auront le plus d'impact pour vous. Donc, je vais passer ça. Donc, sécuriser sans freiner. Donc, l'idée, c'est quand même de bien checker quel type de données vous utilisez et où vous les envoyez. Donc là, ça peut être quand même un enjeu stratégique et de souveraineté. Tout dépend de l'usage. Alors, par exemple, la défense. Aujourd'hui, le ministère de la Défense utilise un hébergement propre avec l'IA de Mistral en open source. Donc, ils se sont appropriés l'IA chez eux, dans leur univers, et jamais ils vont aller sur des serveurs étrangers. Tout est bien cloisonné. Pour la santé, la défense, etc., c'est la même chose. Maintenant, pour vous, quel est l'enjeu de transmettre des données à la fois peut-être de clients, si vous avez bien cloisonné l'apprentissage, interdit l'apprentissage de l'IA, des outils sur vos données. Ça borde un petit peu, ça protège un petit peu vos données. Donc ça, c'est important. C'est pour ça qu'il y a des choses qu'on déconseille, hein, des numéros de carte bleue, des clés API, enfin voilà, un certain nombre d'informations qui peuvent être récupérées et utilisées contre vous. Ensuite, les outils. Donc, évidemment, pas éviter la palette d'outils. Trop d'outils. Vaut mieux en prendre moins et puis bien les maîtriser, les sécuriser. Donc, il y a des choses à vérifier hein, sur les outils et sur leur hébergement, leur usage, la souveraineté locale, à distance, etc. Les solutions commencent à se déployer de plus en plus. Donc, voilà. Et puis, ne pas oublier que bah, vous restez seul juge, finalement. C'est quand même vous qui prenez aussi vos responsabilités. Et puis surtout, contrôler, à minima, contrôler tout ce qui est créé, challengé, même avec l'IA, mais aussi d'autres personnes de votre entourage. Donc, c'est vraiment reliser, c'est la clé. Alors après, il y a la partie déploiement de votre premier cas d'usage. Donc là, on est sur, bon, c'est un Il nous exemple reste cinq type. minutes, ouais, Vincent. Oui, donc je vais aller vite. Bon, je vais passer ça. C'est pas le plus important. L'idée, c'est que vous comprenez bien qu'il y a ce cadrage, les tests, la mesure et puis le bilan. Donc, ce qui est important, c'est de mesurer finalement les gains que vous avez, puisque la problématique des entreprises aujourd'hui, c'est d'avoir adopté l'IA très rapidement,
sur des cas et de pas le mesurer. Et en fait, de se dire, mais tiens, l'IA coûte cher. Et là, en ce moment, c'est ce qui ressort pas mal dans la presse, hein, les médias. Certaines entreprises ont donné un budget, des grosses boîtes, hein, un budget limité à leurs collaborateurs, parce qu'en en fait, ils cramaient tout ce budget IA en 3 mois au lieu de 12. Donc voilà, et finalement, les gains financiers sont pas à la hauteur. Donc parce qu'il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de process mis en place. Et puis, évidemment, la montée en puissance. Donc, toujours pareil, usage encadré, intégration métier et suivi de ROI. Donc, ça fait partie des bonnes pratiques à avoir chez vous, chez vos clients. Là, ce sont des TPE, PME que l'on a accompagnés sur l'IA. Donc, on aime bien faire notre petite photo à la fin de chaque mission. Euh, donc on est vraiment, vous le voyez, on est dans l'humain. On accompagne des gens dans des besoins très différents, mais à la fois toujours communs finalement. C'est comment l'IA peut me faire gagner du temps, améliorer la qualité de mon travail, atteindre mes objectifs. Et puis, il y a aussi le fait que, ben oui, mon concurrent utilise l'IA, il fait beaucoup plus de choses que moi. Donc, il y a ce côté un peu compétition qui est pas toujours sain, hein, c'est clair, mais qui est là quand même. Et donc se dire, bah, voilà, comment on appréhende l'IA, comment on l'intègre avec des usages les plus Ouais. optimisés et pondérés Et dans comment on l'entreprise. l'intègre ensemble surtout. Comme vous pouvez le voir sur ces photos, pour nous, ce qui est très très important chez Digitalisez-vous, c'est de replacer l'humain au centre. Et donc, toute notre méthode, elle fait marcher l'intelligence collective et elle embarque une équipe projet sur le volontariat ou pas, ça dépend du management et de la direction. Mais voilà, donc c'est vraiment un embarquement des équipes. C'est très important parce que la technique c'est bien, c'est beau, mais sans cadrage et sans usage, ça sert à rien. Donc c'est important d'embarquer toute l'équipe et ça, c'est mon rôle aussi en tant que coach d'équipe. Oui, surtout qu'il y a beaucoup de peur avec l'IA, donc c'est un sujet très sensible. Donc évidemment, il faut avancer avec méthode et humanisme. Françoise, Oui, donc si vous voulez aller plus loin, on vous offre un pré-diagnostic IA. En fait, c'est ce qu'on aime faire pour voir si c'est intéressant pour vous et voir si qu'est-ce que vous pouvez faire justement pour passer le cap, passer un petit cap déjà dans l'IA. Donc, grâce à ce pré-diagnostic d'1 heure, bah, vous repartez avec une cartographie de vos 3 zones de gains prioritaires, une estimation d'un gain rapide le plus accessible, et puis des réponses, bien sûr, à vos questions personnalisées, parce qu'on sait que vous en avez, et chaque entreprise, chaque activité est unique. Donc voilà, donc 100% adapté à votre métier, ça c'est important, c'est offert et sans engagement de poursuivre avec nous. Sachant que nous sommes certifiés Calliope et que l'accompagnement des moins de 50 salariés peuvent être financés. Donc, on recherche aussi des aides au financement. On fait partie de pas mal de programmes.